Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 16 janvier. À la une de l'actualité, réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Ahmed Tebboune. À l'ordre du jour, l'examen du projet de loi portant découpage judiciaire et des exposés relatifs à plusieurs secteurs. Deuxième match des Verts en Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun ce soir. L'équipe nationale de football n'aura pas droit à l'erreur face à la Guinée équatoriale. Pronostic d'avant-match par les spécialistes. Nous ferons également le point avec notre journaliste en direct de Douala. Nous irons dans cette édition au poste frontalier d'El Haddad à Soukahras, où les échanges commerciaux avec la Tunisie n'ont jamais cessé. Des dizaines, voire des centaines de routiers y transitent quotidiennement. Reportage tout à l'heure. L'Algérie met le cap sur les énergies renouvelables. Nous nous intéressons ce soir à la formation dans le solaire. Illustration à Constantine ou des stagiaires apprennent les métiers du photovoltaïque. Et puis, rencontre dans notre édition avec Ahlam Ben Aïssa, une jeune entrepreneur qui a réussi, à l'aide de l'engin et des années de labeur, à monter sa propre pépinière. Ce sera notre reportage à Ain Simouchent. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, réunion aujourd'hui du Conseil des ministres, présidé par le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. À l'ordre du jour, l'examen du projet de loi portant découpage judiciaire et des exposés relatifs au secteur de l'intérieur, l'agriculture, les travaux publics, le travail, l'emploi et la sécurité sociale, le secteur de l'habitat. Donc voici un extrait après l'entame de la réunion. Le Premier ministre, ministre des Finances, a fait un exposé des activités du gouvernement ces 2 dernières semaines. Le médiateur de la République a également présenté un point de situation à propos de projets d'investissement suspendus dans divers domaines, et cela suivant l'instruction du président de la République lors du Conseil des ministres du 21 novembre qui stipulait un suivi rigoureux des projets en question au cas par cas. Le médiateur de la République a annoncé la levée d'entraves sur 679 projets sur un total de 877 projets en délivrant les attestations les attestations pour entrer en production. Les projets en question sont répartis sur 40 wilayas et créeront plus de 39 242 postes d'emploi. Suite à ces détails, le président de la République a donné les instructions suivantes. En premier lieu, concernant l'exposé du médiateur de la République, que ces comptes rendus soient exposés à chaque réunion du Conseil des ministres en toute transparence et en mentionnant la nature du projet, son emplacement et les entraves qui empêchent sa concrétisation, ainsi que le nombre de postes d'emploi qui en découlent. Deuxièmement, distinguer entre les projets porteurs de richesse et de création de postes d'emploi bloqués et ceux bloqués pour des considérations techniques. En ce qui concerne le projet de loi de découpage judiciaire, prendre en compte la dimension géographique entre toutes les régions du pays en vue de permettre la tenue d'audiences judiciaires mobiles qui allégeront les déplacements pour les citoyens, notamment dans les régions de l'extrême sud. Vous pourrez suivre l'intégralité du communiqué du Conseil des ministres dans nos prochaines éditions. Et l'actualité est également sportive avec une rencontre décisive ce soir pour les Verts. Après leur nul 0 partout face à la Sierra Leone, les joueurs de Belmadi n'ont pas d'autre choix que de gagner contre la Guinée équatoriale. On prend sans tarder des nouvelles de notre équipe nationale avec Saïd Flag en direct de Douala au Cameroun. Saïd, bonsoir. Bonsoir Sabrina. Saïd, quel pronostic et connaissons-nous le 11 national?
Effectivement, Sabrina, le 11 rentrant donc, qui est tombé depuis une dizaine de minutes. On va le communiquer directement. Donc, Raïs Mboulhi sans surprise dans les buts. En défense, on retrouve Youssef Attal à droite, Rami Ben Sebaini à gauche. L'axe central sera composé de Belamri et de Aïssa Mandi. Au niveau du milieu du terrain, on notera la titularisation de Sofiane Ben Debka au poste de récupérateur. Il sera épaulé au milieu du terrain donc par Ismaël Ben Nasser qui fera son retour dans le 11, lui qui était suspendu face à la Sierra Leone. Forouli accompagnera donc ces deux joueurs au milieu du terrain. En attaque, retour quasiment au système classique pour Jamal Belmadi avec ses trois favoris. À droite, Riyad Mahrez, Bellaili à gauche et en pointe, on retrouve Bagdad Bounjer. Vous avez parlé en préambule en parlant de match décisif. Ça ne sera pas un match décisif, notamment après le match nul qui vient de se terminer en ce moment, il y a quelques secondes, entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, 2 buts partout. Les Verts ont toutes leurs chances. Évidemment, il faudra gagner pour s'assurer davantage la place de leader de ce groupe. Détail important, Sabrina, il fait bon. Il y a une forme de fraîcheur ici à Douala. Ce qui manquait mardi dernier face à la Sierra Leone, où les joueurs avaient été étouffés quasiment par le climat et notamment l'humidité qui était très élevée. Aujourd'hui, on peut parler de conditions climatiques assez favorables pour les Verts, même si le seul bémol reste l'état de la pelouse, cette pelouse du stade Japoma de Douala, qui assurément n'est pas à la hauteur des attentes, et surtout pour une CAN d'une compétition de cette envergure, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations. La pelouse risque de poser des problèmes pour les Verts. Mais évidemment, je pense que Jamal Belmadi, lui qui en a parlé hier en conférence de presse, a su galvaniser ses joueurs pour outrepasser toutes les difficultés et enchaîner et surtout enregistrer une première victoire dans cette CAN. Merci Saïd Fellag, vous étiez avec nous en direct depuis Douala au Cameroun. Bonne chance aux Verts pour leur match contre la Guinée équatoriale. Une rencontre que vous pourrez suivre sur la première chaîne de l'EPTV à partir de 20h. Et je vous le disais tout à l'heure, l'actualité est surtout sportive. Un deuxième match en Coupe d'Afrique des Nations pour les Verts. Une rencontre que les Verts doivent absolument remporter et pour laquelle ils sont prêts selon le sélectionneur national. Les détails avec Saïd Fellag. L'heure de la révolte a sonné pour les joueurs de l'équipe nationale qui, après le semi-échec concédé face à la Sierra Leone pour leur début de tournoi, tâcheront ce dimanche soir de frapper fort devant une équipe de la Guinée équatoriale qui n'aura assurément rien à perdre. On a pu les observer auparavant. On a fait quasiment l'étude de toute leur campagne de qualification Coupe du Monde, à savoir 6 matchs. Donc ils nous ont juste confirmé ce que l'on pensait d'eux. Et c'est une équipe qui est capable évidemment de poser problème. Elle a posé des problèmes dans ce groupe de qualification Coupe du Monde jusqu'au bout à la Tunisie. C'est une équipe qui est capable de marquer, qui a une connotation latine, notamment espagnole, de leur football, puisque une majorité d'entre eux sont nés et ont grandi en Espagne. Donc effectivement, beaucoup de similitudes avec ce football-là. Donc c'est à prendre évidemment en considération. Toutes les rencontres. En panne d'efficacité, lors du premier match, les coéquipiers de Riyad Mahrez devront se montrer plus adroits devant les buts cette fois-ci. Maintenant, on regarde vers l'avant et effectivement, les équipes nous attendent. Les équipes, ça c'est normal, c'est tout à fait normal. On va faire avec, à nous de déjouer ce qu'ils vont nous proposer, les problématiques qu'on va avoir, à nous de réagir, à nous de faire en sorte. Mais ça, c'est la beauté du football. Et on va aller chercher sur ce deuxième match une victoire et on va aller vers l'avant. Et les joueurs ils sont conscients de ça et on sait tous ce qui nous attend. Du côté équato-guinéen, on se méfie bien évidemment des champions d'Afrique, mais on se veut optimiste. Bon, sabemos de que Argelia es
On sait tous que l'Algérie est une équipe très coriace qui compte dans ses rangs des joueurs de talent. C'est une sélection qu'on respecte beaucoup. Un privilège pour la Guinée équatoriale d'affronter la meilleure équipe d'Afrique et une motivation supplémentaire pour nous. Ce qui est certain, c'est qu'on est prêt pour ce match. On l'a préparé comme ce fut le cas pour le premier. On va essayer de proposer le meilleur football possible. Pour ce match, Jamel Belmadi fera son 3 de ses joueurs, à savoir Ramiz Zerouki, Edem Mounès et Mustafa Zarba. Une présence importante de la presse algérienne à Douala. Les professionnels du métier tentent de couvrir cette CAN de la manière la plus complète et chacun y va de son pronostic et ses impressions sur le parcours de l'équipe nationale de football. Notre envoyé spécial Saïd Fellag, on a recueilli quelques-uns. On écoute. Je pense que ce sera un match aussi difficile que le premier match face à la Sierra Leone, face à une équipe athlétique, physique, qui a su tenir la dragée haute aux Ivoiriens lors du premier match. D'ores et déjà, que ce soit les sélectionneurs ou les joueurs sont avertis qu'ils n'auront plus droit à l'erreur pour essayer de se réhabiliter avec eux-mêmes et surtout se réconcilier avec le large public qui attend beaucoup d'eux dans cette compétition. L'adversaire, à savoir la Guinée équatoriale, est une équipe qui n'a rien à perdre et se donnera à fond pour essayer de stopper cette bonne série des champions d'Afrique qui est de 35 matchs sans défaite. Je pense qu'il y a de la confiance au sein du groupe, il y a de l'optimisme pour que l'équipe nationale réalise un bon match et le gagne notamment. C'est vrai qu'on attendait quand même une victoire face à une équipe du Sierra Leone et là on va retrouver une équipe un peu de même calibre on va dire, parce qu'on s'attendait quand même dans ce groupe qu'il y avait deux favoris, c'est l'Algérie et la Côte d'Ivoire, et donc les deux équipes on va dire plus faibles. On a essayé de jouer un football très offensif contre la Sierra Leone, mais malheureusement on n'a pas pu concrétiser. Donc on ne sait pas à quoi on va s'attendre contre la Guinée équatoriale, sans doute un peu le même type de jeu. Évidemment il y a une obligation de gagner, mais bon, c'est une pression on va dire habituelle pour l'équipe nationale, même si débuter difficilement, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelques calculs par rapport au deuxième match, par rapport au prochain tour, c'est-à-dire si on finit deuxième, c'est pas intéressant parce qu'on risque de se déplacer. Donc, mais je pense qu'on est quand même un peu loin de ces calculs. On va rentrer dans ce match avec on a quand même des certitudes malgré tout. Ah, effectivement, on est dos au mur, étant l'un des favoris pour le sacre final. Et la victoire demain est inévitable, voire impérative. Parce que déjà, ça fait 2 matchs officiels quand l'équipe nationale, n'a pas sorti le grand jeu. Vous souvenez-vous du match contre le Burkina à Blida et celui de la Sierra Leone mardi dernier. Bon, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme, on est toujours optimiste. On fait confiance aux joueurs, au staff technique. Voilà pour ce deuxième match des Verts en CAN au Cameroun, prévu à partir de 20h en direct sur la première chaîne de la télévision publique. La situation sanitaire est inquiétante selon les spécialistes de la santé. 573 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 343 guérisons et 8 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Ce dernier rappelle que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du masque. Et on va parler développement durable et énergie renouvelable. D'abord, cette rencontre avec Taïeb, un jeune directeur technique spécialiste du montage et de l'installation de panneaux photovoltaïques. Il est responsable d'un centre de formation dans lequel l'entreprise qu'il embauche vient d'ouvrir. Yannis Saïd Belkacem. Après des études poussées dans le domaine des énergies renouvelables, Taïeb a rejoint le groupe Soprec en 2017. En tant que directeur technique dans les énergies renouvelables, une entreprise qui s'occupe de l'installation de panneaux photovoltaïques et kits solaires. J'ai rejoint cette entreprise juste après l'obtention de mon diplôme. J'ai été désigné comme directeur technique des énergies renouvelables dans Aliner, une filiale de Soprec, qui s'occupe de tout ce qui touche aux énergies renouvelables, que ce soit pour le montage, l'installation et même la formation.
Aliner a ouvert un centre de formation dans le domaine des énergies renouvelables pour développer ce secteur et répondre ainsi aux besoins du marché algérien en énergie renouvelable et du développement technologique. La formation à partir de 6 jours, la partie théorique. اللي نتعلموا فيها كلش على الطاقة الشمسية en général la partie théorique ومن بعد فيها une partie la deuxième partie اللي هي la partie pratique. Étant donné que c'est un secteur en plein essor, j'ai décidé de participer à cette formation dans les énergies renouvelables. S'orienter vers la filière des énergies renouvelables est un investissement prometteur, une alternative incontournable aux énergies fossiles que le gouvernement vise à généraliser. Et du solaire, il en est question également à Constantine. Des cours théoriques et pratiques sont dispensés au profit de stagiaires venus de plusieurs horizons. Il s'agit notamment de maîtriser le montage, mais aussi la maintenance des installations photovoltaïques. Raouf Hamouch. Alternative économique et écologique, les énergies renouvelables constituent plus que jamais un enjeu important dans le processus de la transition énergétique en Algérie. À Constantine, des journées de formation ayant pour thème le panneau photovoltaïque sont dispensées au profit de stagiaires relevant de différents secteurs d'activité. La photovoltaïque est une énergie propre et renouvelable et peut être obtenue grâce à un panneau photovoltaïque. Comprendre le principe de fonctionnement de l'énergie solaire photovoltaïque, savoir l'installer, l'entretenir, des notions dont profitent ces stagiaires à travers une formation complète avec des cours théoriques et pratiques. Nous expliquons aux stagiaires le fonctionnement du panneau photovoltaïque, le nombre de batteries nécessaires à leur fonctionnement ainsi que la capacité du transformateur et le régulateur qui doit être choisi. Nous enseignons également tout ce qui est éclairage public avec système classique ou système all-in-one. La formation est axée également sur le principe du pompage solaire. Ingénieur en électronique. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique. La formation que je suis me sera d'un grand apport dans mon métier. Je suis entrepreneur et architecte. Cette formation sur les panneaux photovoltaïques est très intéressante car elle aura un impact positif sur mon travail. La transition énergétique est bel et bien lancée en Algérie. De nombreuses entreprises en ont fait leur fer de lance. Un secteur prometteur qui vise à la préservation de l'environnement et la rationalisation des ressources énergétiques. Des opérateurs dans les énergies renouvelables sont présents au salon régional des micro-entreprises à Mostaganem, mais pas que. Il réunit depuis hier pas moins de 150 exposants issus de 11 wilayas. Une première édition qui connaît déjà du succès. Raouf Hamouch. Ils étaient près de 150 exposants de 11 wilayas de l'ouest du pays à participer à la première édition du Salon régional des micro-entreprises à Mostaganem. Organisée sous le slogan pour une économie alternative, cette manifestation économique vise à permettre aux jeunes promoteurs de partager leurs expériences et de faire connaître leurs produits et prestations. Cela fait une décennie que j'active dans le secteur des énergies renouvelables. Avant, on avait des difficultés, mais Dieu merci, aujourd'hui, les pouvoirs publics ont décidé d'accorder plus d'importance à ce domaine. En tant qu'entrepreneur, notre but est de participer activement à la création de richesses et de dynamiser l'économie nationale. Le salon régional des micro-entreprises permettra aux jeunes entrepreneurs de développer la sous-traitance et conclure des contrats de partenariat. Ce genre de manifestation économique est très important car il vise à développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et à tisser des liens entre les opérateurs activant au niveau régional. Ce salon est une très bonne occasion pour faire connaître nos produits et services dans le secteur de l'électronique. J'aimerais beaucoup conclure des contrats de partenariat avec les pouvoirs publics. Il est par ailleurs prévu d'organiser un salon international regroupant les micro-entreprises nationales et étrangères, ce qui devrait permettre de développer le tissu économique national et ses capacités dans le domaine de la production et des services, ainsi que l'accompagnement sur le marché international.
Et on reste dans l'ouest du pays avec cet exemple de réussite à Ain Timouchent, une femme. Ahlam Ben Aïssa a réalisé sa propre pépinière grâce à des années de travail et l'aide de l'Agence nationale de gestion de micro-entreprises Angem. Yannis Saïd Belkacem. Ce petit paradis végétal est le fruit d'une décennie de dur labeur auquel s'est livrée Ahlam. Une femme rurale de la commune de Ain Tolba qui s'est lancée à partir d'un petit potager pour créer cette pépinière. Ici, on en trouve toutes sortes de conifères de qualité, ce qui lui a valu la réputation de la fée des plantes. Dans mon jardin, on trouve toutes sortes d'arbustes, de plantes et même des arbres fruitiers. J'ai des plantes d'intérieur, mais surtout des plantes médicinales destinées à soigner l'anémie, la prostate, les maladies des os. Cette plante que vous voyez ici est appelée le moringa. Elle est connue pour ses multiples vertus. Souvent, je viens m'approvisionner chez Madame Ahlam, car chez elle, je trouve des plantes que je ne trouve plus chez nous à Tlemcen. Un travail qui a été valorisé et soutenu par les autorités concernées à travers l'aide et l'accompagnement de ce projet. L'accompagnement et le soutien de ce genre de projet se fait avant et après. D'ailleurs, notre agence enregistre un taux de 62% de projets qui sont initiés par des femmes rurales. L'Agence nationale des microcrédits octroie des microcrédits à chaque porteur de projet. Comme beaucoup de femmes rurales, Ahlam a su relever le défi en créant sa propre affaire, un projet qui a permis de générer des emplois au profit d'un bon nombre de femmes. On poursuit avec l'investissement économique. L'avenir entre l'Algérie et la Tunisie, selon les spécialistes, provenait malgré la fermeture des frontières à cause de la situation sanitaire. Les échanges entre les deux pays n'ont jamais cessé et ne peuvent qu'augmenter. Illustration dans ce reportage au poste frontalier d'El Haddada à Soukharas, point de passage quasi quotidien de centaines de transporteurs. Reportage de Naïma Loualish. Deuxième partenaire économique de l'Algérie en Afrique, la Tunisie entretient des relations privilégiées avec l'Algérie. Quoique les frontières demeurent fermées voilà une année et demie pour cause du Covid, il n'en demeure pas moins que le trafic entre les deux pays n'a jamais cessé. 6 fois par jour, que les semi-remorques tunisiens traversent la frontière, comme ici à Al Haddada près de Soukharas, pour transporter du gaz algérien vers les contrées voisines. Le matin, on vient de Tunisie à partir de la wilaya de Djendouba, traverse la frontière de Saryat Sidi Youssef, puis l'Ahdada, et arrivé dans la ville de Mdaouich, nous remplissons 840 bonbonnes de gaz. Ce trajet, on le fait tous les jours. On se réveille tous les jours à 3 h du matin et nous arrivons ici vers 6 h, 6 h30. Et sur place, à l'Ahdada, nous sommes reçus avec bienveillance par les éléments de la PAF qui nous facilitent le passage. Depuis 20 ans que je fais le trajet El Kef Mdaourouch, quotidiennement que je démarre de El Kef vers 5 h du matin pour charger à partir de Mdaourouch où nous sommes très bien reçus. Les importations provenant du pays voisin ont dépassé les 400 millions de dollars pour 2020 et concernent principalement les équipements industriels, le textile, l'habillement et bien sûr l'agroalimentaire. C'est ici, dans cette fabrique à Mdaourouch, ville de Saint-Augustin près de Soukharas, qu'on conditionne et conserve les épices et autres produits importés de Tunisie. Nous avons une capacité de production de 1 tonne par jour. Néanmoins, nous voulons augmenter cette capacité de production et nous avons demandé une extension de notre site. On a 2 postes, on a un poste à Haddada et deuxième poste à Lefoued, commune de Ledmoumen. Parce que le grand problème avant, c'est pour la route, on a réalisé plus de 45 km dédoublement vers la Tunisie. Et deuxième problème bien sûr, sur le poste, on a aménagé presque les 2 postes et ça se passe très bien. Comparé par rapport à l'année 2020, les échanges ont augmenté plus de 50%. L'investissement, c'est l'avenir entre l'Algérie et la Tunisie, parce qu'on a une zone industrielle de 220 hectares, on a 3 zones d'activité déjà aménagées et réalisées. On attend la loi sur l'investissement.
Selon les statistiques des douanes datant de 2019, l'Algérie a exporté vers la Tunisie un peu plus de 1 milliard de dollars de produits essentiellement constitués d'hydrocarbures et dérivés. Des accords ont été récemment signés pour l'augmentation de la quantité du GPL, d'interconnexion électrique, de l'approvisionnement en gaz des régions frontalières, et ce, parce que le volume des échanges économiques demeure en deçà des excellentes relations entre les deux pays. Direction Oran où la production oléicole enregistre des records. Ceci est dû essentiellement au climat favorable de la région et les facilitations accordées aux agriculteurs. C'est le cas à Messerine où la plus importante unité de transformation de la région est installée. Nesrine Ben Saïdi. Des oliveraies à perte de vue s'étendant sur plus de 8500 hectares. Nous sommes dans la wilaya d'Oran où les services agricoles ont enregistré une production de 150 000 quintaux d'olives, notamment ici à Messerine. Un bon rendement en raison notamment des bonnes conditions climatiques et aux nombreuses facilitations accordées aux agriculteurs. Nous sommes ici dans l'une des premières daïras qui enregistre chaque année une production record d'olives. Cette région est connue pour son climat doux, situé à moins de 400 mètres au niveau de la mer, ce qui permet la production d'olives de très bonne qualité, comme cette variété que je qualifierais de diamant noir pour ses nombreuses vertus. Cette région à fort potentiel table sur une meilleure production. Objectif, arriver à l'autosuffisance et pourquoi pas à l'exportation de ces produits. Oran possède plusieurs usines de production d'huile d'olive. La plus importante est celle de Messerine. L'usine produit une huile d'olive de qualité en plus de ses dérivés. L'émergence de ce genre d'usine ne fera qu'encourager l'industrie de transformation créatrice de richesses dans la région. La wilaya d'Oran est devenue ces dernières années un modèle en matière de développement de la filière oléicole. Cette région vise désormais les marchés internationaux pour exporter ses produits. Et cet accident de la route survenu à Béchal qui a coûté la vie à 4 personnes selon la protection civile, survenu tôt ce matin sur la route nationale 6 au sud de la wilaya. L'accident a eu lieu lorsqu'un véhicule touristique transportant les victimes est entré en collision avec un camion de transport de cheptel. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes du drame. Dans le cadre de sa visite, plutôt l'envoyé spécial, le personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental poursuit sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis. Staffan de Mistura a fait plusieurs haltes dans la wilaya de Boujdoul. Il a rencontré le ministre sahraoui de l'Intérieur, des Affaires des territoires occupés et des communautés, Mustafa Sidi El-Béchir, et le président du Conseil national sahraoui, Hamma Salama, avec lesquels il a examiné des dossiers en lien avec le conflit en cours. De Mistura achèvera sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis ce soir par des entretiens officiels avec le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Il se rendra en Algérie, en Mauritanie, en leur qualité de pays voisins et observateurs conformément au plan de règlement entre l'ONU et l'Organisation de l'Unité africaine, Union africaine actuellement, et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Et lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, des représentants de la jeunesse et des femmes sahraouis ont affirmé aujourd'hui que l'ONU était devenue une partie au conflit aux côtés du Maroc au regard de son implication dans la prolongation du conflit au Sahara occidental. Khali Helna Mohamed Telmidi a indiqué que les choses étaient claires pour la jeunesse sahraoui et que la MINURSO avait échoué à accomplir son principal mandat et rester la seule mission onusienne dépourvue de la mission de contrôle de la situation des droits de l'homme face aux pratiques du régime du Marzen.
Et au Maroc, justement, plus de 67,4% des familles marocaines ont vu leur niveau de vie se dégrader au cours de l'année 2021, tandis que 29,4% des ménages s'attendent à une plus grande détérioration de la situation à court terme, selon un rapport du Haut Commissariat au Plan au Maroc. Le rapport indique que le niveau de confiance des Marocains en raison de la qualité de vie, de leur qualité de vie a baissé au cours du 4e trimestre 2021 par rapport au 3e trimestre de la même année. Et cette information, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le pays entre 2013 et 2020, est décédé aujourd'hui à son domicile de Bamako, a annoncé sa famille. L'information a été confirmée par plusieurs membres de cette même famille et rapportée par les médias maliens. Retour dans le pays, dans le sud du pays précisément, Bourj Bedi Mourtaj, la fabrication de l'épée Touareg Takuba est un art qu'on se transmet dans la région depuis des générations. Aujourd'hui, les artisans tentent de perpétrer ce savoir-faire en l'apprenant aux plus jeunes. Amalé Siridir. C'est avec beaucoup de minutie, de précision et de concentration que ces artisans touaregs fabriquent la fameuse Takuba, un sabre utilisé autrefois par les Touaregs qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Un patrimoine immatériel qu'il faut absolument préserver. J'ai appris ce métier de mon père qu'il avait lui aussi hérité de son père. C'est un héritage de 6 générations. Le sabre des Touaregs fait partie de notre culture. Il n'y a pas une maison dans notre région où on ne trouve pas ce sabre. On fait des sabres en cuir et d'autres en cuivre pour décorer avec. Ce patrimoine culturel, bien de chez nous, se transmet de génération en génération. Qu'elle soit en cuir ou en cuivre, l'épée des Touaregs est aujourd'hui fabriquée même par les enfants, fiers de ce legs qu'ils tentent de préserver. J'apprends à mes enfants ce que j'ai appris de mon père. Quand ils sortent de l'école, ils viennent apprendre ce métier que j'ai appris de mes ancêtres. Il ne faut pas oublier que ce patrimoine est bien de chez nous. Je suis Tergui et fier de ce patrimoine que nous avons hérité de nos ancêtres. Un patrimoine de grande importance qui valorise les facettes du legs immatériel et matériel, faisant la fierté de la société Tergui et de toute l'Algérie. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.